Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Open, donc l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Vous êtes aussi l'auteur de Éducation numérique, restons connectés, paru aux presses Île-de-France. Alors, ce phénomène des jeunes influenceurs, quand est-il apparu précisément ? Alors, de mémoire, la première scène d'unboxing, donc littéralement ouvrir des boîtes devant une caméra, ça date de 2006. C'était un employé d'une entreprise de téléphone mobile qui a voulu montrer et vanter les vertus des outils qui étaient produits au sein de l'usine dans laquelle il travaillait. Et puis après, on a vu début 2010 apparaître le phénomène des enfants qui se sont emparés de ce phénomène. Alors, ouvrir des boîtes, ça paraît quand même très commun. Comment on peut être saisi par cette image ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle envie de regarder ces jeunes youtubeurs ? Je pense que quand on se pose cette question, il faut d'abord s'interroger sur qui regarde. Et qui regarde, malheureusement, on n'en parle que trop peu. Ce sont évidemment des enfants qui sont attirés par ces images et qui sont absolument hypnotisés par un peu ce cocktail, ce triptyque qui fait qu'on a des enfants qui regardent d'autres enfants à travers un écran, mais qui sont en train d'ouvrir en fait des paquets de bonbons ou des jouets. Donc on atteint quand même quelque chose, à mon avis, que Jacques Séguéla aurait rêvé d'inventer. Alors, donc les enfants ne perçoivent pas le message commercial, ils ne voient que des enfants en train de s'amuser. C'est un peu le côté pernicieux de la situation en fait. C'est qu'en effet, derrière, on est dans un rapport d'enfant à enfant à travers le prisme d'un écran et que derrière, l'impact est un peu difficile à mesurer, même si quand on questionne ces enfants qui sont spectateurs de ces images, on se rend compte qu'en fait, il y a un effet de prescription qui est très très fort, d'où le nom d'influenceur d'ailleurs. Alors derrière ces enfants, il y a des parents très affûtés d'un point de vue pécunier, on va dire, puisque ces enfants ou ces parents peuvent gagner jusqu'à 150 000 € par mois. Oui, 150 000 €, c'est des estimations. Après, tout ça reste très opaque. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on... Pour la fourchette haute, on va dire. Oui, voilà. Nous, ce qu'on sait, c'est que en regardant un petit peu ce qui se passait avant de se décider à saisir la justice et puis à notamment vouloir un peu commencer à entamer notre job de lobbying à l'Assemblée nationale pour faire avancer les choses, on observait que il y avait des familles qui avaient été jusqu'à déposer en tant que marque les prénoms de leurs enfants. Donc moi, après ça, on me répond par presse interposée qu'il s'agit uniquement d'activités de loisirs. Je pense que les parents qui nous regardent sont tous conscients qu'une fois que l'état civil est en place, pour nos enfants, on ne se rue pas tout de suite à l'Institut national de la propriété intellectuelle pour déposer les prénoms de nos enfants en tant que marque. Donc on voit bien un peu le côté pernicieux et manipulateur, me semble-t-il, de ces parents. En tout cas, un manque d'honnêteté dans la réalité de ce qui les anime, et en effet l'aspect pécunier est au centre des choses. Parce qu'en termes de production, ça représente quoi ces enfants? Donc ils ne sont pas filmés spontanément, ils doivent répéter ces scénettes. On le voit un petit peu quand ils montrent les coulisses des tournages. Donc oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire que spontanément, un enfant de 3 ans va décider de se mettre face à une GoPro ou je ne sais quelle caméra pour pouvoir être filmé et faire des vues sur YouTube. Donc non, ça n'existe pas. Ça germe évidemment dans l'esprit des parents. Après ça, l'idée n'est pas non plus de jeter l'opprobre sur ses parents. Elle est juste de dire, aujourd'hui, ces enfants sont quelque part un petit peu victimes d'un système. Et il nous semble qu'il était donc nécessaire de vouloir encadrer tout ça et pour mieux les protéger. C'est quoi le système? C'est la notoriété, c'est l'ego, c'est ce que dit en fait Delphine de Vigan. Elle dit c'est le symptôme d'une époque tournée vers le culte de l'ego, de la célébrité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que... ça a toujours existé, soyons lucides, toutes les générations. Moi, j'appartiens à une génération où, quand j'étais adolescent, c'était les mannequins qui étaient sur tous les plateaux télé, femmes comme hommes, et qui étaient les égéries d'une époque. Chaque époque a eu ses égéries. Aujourd'hui, on va dire que la facilité d'accès à ces contenus, d'une part, le fait que ça nécessite un très très faible investissement en termes techniques, peu de maîtrise, il y a des tutoriels un peu partout qui expliquent comment faire, il y a même la fin des présentations des chaînes, la liste du matériel qui est utilisé avec le lien sur les sites marchands pour pouvoir aller acheter les caméras, les micros, l'éclairage, etc. Donc ça nécessite un investissement somme toute assez raisonnable et très faible par rapport à ce que ça peut rapporter. Et puis ce culte qui est très présent dans l'esprit des enfants d'une manière générale, vouloir être célèbre, gagner de l'argent très facilement.
Et nous, ce qu'on essaie aussi de faire passer vers ces familles et ces enfants lorsqu'on va faire des conférences ou qu'on fait passer nos messages de prévention, puisque c'est aussi notre métier, c'est d'essayer de faire comprendre que ça nécessite quand même du travail et qu'il y a quand même peu d'élus par rapport à la réalité de l'écosystème et tel qu'il est présenté médiatiquement. Alors pourquoi c'était absolument essentiel en fait d'encadrer par une loi ces pratiques ? Ça nous a semblé essentiel à partir de 2018 parce qu'on a vraiment assisté en fait à une réelle explosion. On est passé de 2-3 chaînes anecdotiques qui commençaient à connaître une audience phénoménale à une multiplication de ces chaînes. Et on voyait très bien que les audiences commençaient à augmenter. Et en parallèle, le nombre... Oui, il y avait un vide juridique total, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Il y avait un véritable vide juridique. Il y avait, pour jusqu'à présent, des lois qui étaient plutôt bien faites en France concernant la protection des enfants qui sont, on dirait, intermittents du spectacle, qui travaillent dans l'univers des médias. Les enfants qui font des films, des pubs, des choses comme ça. Exactement. Et cet article du Code du travail qui est assez protecteur pour eux, puisque... il prévoit notamment de bloquer les sommes sur un compte protégé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur majorité, d'encadrer les horaires de travail. Tout ça n'appartenait pas à l'univers d'Internet. Et donc, il nous a semblé opportun d'essayer de pousser ça, non pas de réinventer un texte de loi, d'inventer une énième commission qui n'aurait pas servi à grand-chose, mais plus de s'inscrire dans une logique, une continuité face à des nouveaux métiers qui émergent et qu'il est nécessaire d'encadrer, nous semble-t-il. Donc, et la France est précurseur, donc en fait, elle va être suivie par nombre de pays. C'est ce qu'on nous dit. On est assez sollicité, nous, par d'autres associations au niveau international qui nous demandent un peu comment on a fait et qui regardent, je sais, de très près ce qui s'y passe. Et en effet, on peut dire que pour une fois, la France est plutôt en avance. Merci beaucoup Thomas Romer. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association Open, donc l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, et également le titre de votre livre Restons connectés. Je suis co-auteur de ce livre. Co-auteur, voilà. Merci beaucoup.